bouche. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, parce que j'entends la télé, j'entends plein de trucs. Merci. Il y a encore 30 places vides. Vous pouvez encore accepter des étudiants. Il n'y a pas de souci, mais attendez. Qui se manifeste, c'est Docteur, Vous pouvez même couper leur micro. oui, coupez leur métro Mlandek. D'accord. Je le conseille. Ouais, celle-là. On va leur couper le micro. Voilà. Tac. Oui. Ok. Alors. Oui, tous. OK. Continuez. OK. C'est bon. Est-ce que tout le monde est là? OK. Bon. Bonjour Oui. tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis donc le docteur Ahmed Saoudan. Donc, je suis professeur en cardiologie au CHU Mustapha, cardiologie 1-1. Donc, je vais aujourd'hui donc vous faire le cours sur l'insuffisance coronaire. Très bien. Alors, admettre. OK. Très bien. On va essayer de faire vite parce qu'on n'a que 40 minutes. Donc, hop. Alors, il faut savoir une chose, que la cardiopathie ischémique est la première cause de mortalité dans le monde. Donc, surtout donc, dans le monde, mais dans les pays surtout dans les pays en voie de développement. Dans les pays industrialisés, actuellement, la première cause de mortalité, c'est bien entendu l'oncologie, donc les cancers. Donc, on va revoir sur cette dia. Regardez ici, donc on a la mortalité en 2016 dans le monde et on voit que, bien entendu, les maladies cardiovasculaires arrivent en tête du peloton. Malgré une tendance, donc, bien entendu, à la baisse concernant la morbimortalité des maladies cardiovasculaires, notamment donc des coronaropathies, en raison donc d'une prise en charge beaucoup plus efficiente des facteurs de risque cardiovasculaire, mais on voit que ça reste toujours la première cause de mortalité de par le monde. La définition de l'insuffisance coronaire, c'est une ischémie du myocarde secondaire, bien entendu, à un déséquilibre entre les apports et les besoins du muscle cardiaque en oxygène. Donc, un petit rappel anatomique, nous avons deux coronaires principales. La coronaire, bien entendu, gauche, qui est la coronaire essentielle, qui se divise, donc, qui comporte déjà donc, un tronc commun. À partir de ce tronc commun, donc, ça va se diviser donc, en deux parties. L'interventriculaire antérieure, c'est l'artère pratiquement principale parce qu'elle irrigue de larges donc, partie du myocarde, du ventricule gauche, notamment donc la paroi antérieure, la paroi apicale et surtout la paroi septale. Ensuite, vous avez donc cette coronaire toujours, donc cette interventriculaire antérieure qui va donner des septales et qui va donner aussi des diagonales. Ensuite, vous avez l'artère circonflexe qui vient donc après la bifurcation, après le tronc commun et qui va donner aussi donc, des artères secondaires qui sont les marginales. Par la suite, on a de l'autre côté aussi donc l'artère coronaire droite qui va se diviser donc en trois segments, un segment horizontal, c'est le premier segment D1. Ensuite, vous avez une angulation qu'on appelle le genius superus. Par la suite, vous avez donc ici donc une partie qui est pratiquement verticale qu'on appelle donc le deuxième segment, genius inferius. Ensuite, vous avez l'interventriculaire postérieur et la rétroventriculaire gauche. Voici donc sur une autre coupe, regardez donc avec
donc avec une reprise donc numérisée, donc on a enlevé complètement le myocarde et on a laissé simplement donc les artères coronaires avec la microcirculation. Vous voyez que donc c'est un réseau qui est très élaboré, qui permet donc l'irrigation pratiquement de toutes les cellules donc myocardiques très rapidement. Parfait. Donc, quand on voit cette anatomie, donc on peut aisément donc se dire qu'on peut avoir effectivement des lésions au niveau de la macrocirculation, au niveau des grosses artères, mais aussi au niveau de la microcirculation. Alors, on va essayer d'avancer un peu. Ici, donc, un petit rappel concernant donc, la circulation coronaire. Donc, là, je vous ai mis donc, dans cette plaque la loi d'écoulement de Poseuil, qui dit quoi? Donc, qui dit que le débit, donc l'écoulement d'un liquide, donc, est fonction du rayon sur la longueur, donc qu'on multiplie par la différence de pression entre les deux bouts du conduit. J'essaie de résumer cela. Donc, si on veut avoir un bon débit, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir un bon rayon, donc un bon diamètre de, disons, du conduit. Ici, en l'occurrence, c'est l'artère coronaire. Et là, si on veut aussi avoir un bon débit, donc il ne faut pas que l'artère soit trop longue et surtout que la différence de pression, qu'il n'y ait pas en aval des pressions élevées, c'est-à-dire donc éventuellement des rétrécissements. Très bien. Deuxièmement, donc vous avez la viscosité. Bien entendu, plus vous avez le liquide qui est fluide, plus donc vous avez un débit un écoulement qui sera plus important. Très bien. On continue. J'espère que vous suivez bien. Donc là, on reste toujours ici dans la physiologie de la circulation coronaire. La MVO2, qu'est-ce que c'est la MVO2? La MVO2, c'est la consommation du muscle cardiaque en oxygène. Il est égal au débit qu'on a vu tantôt, au débit, fois la différence artério-veineuse. Qu'est-ce que c'est la différence artério-veineuse? La différence artério-veineuse, c'est l'extraction de l'oxygène. Très bien. Donc, il y a beaucoup de retardataires qui nous mettent un petit peu en retard. Allez, on continue. Alors, cette MVO2 va dépendre de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la contractilité du myocarde, c'est l'inotropisme. Donc, plus... OK. Donc, l'inotropisme, c'est la contractilité du myocarde. Plus le muscle doit se contracter, plus il va consommer, bien entendu, et il aura besoin d'une consommation accrue d'oxygène. De la fréquence cardiaque. Si vous êtes au repos maintenant, en face de votre smartphone ou de votre ordinateur, donc votre fréquence cardiaque est relativement faible, donc votre consommation d'oxygène, la consommation du myocarde en oxygène est raisonnable. Maintenant, s'il se passe un truc, si vous devez courir, donc vous aurez une tachycardie, vous allez consommer beaucoup plus d'oxygène. Votre muscle cardiaque consommera plus d'oxygène. Et enfin, la tension intrapariétale du VG. La tension intrapariétale du VG dépend bien entendu de la pression du ventricule, de la pression donc du ventricule gauche, donc pression télédiastolique, mais aussi de la post-charge, donc de la précharge, de la post-charge, mais aussi des dimensions du VG, puisque la tension pariétale est égale au diamètre du VG, qu'on multiplie par la pression, divisé par l'épaisseur du ventricule gauche. Donc ici, on voit bien que, vous voyez bien que la MVO2 va dépendre donc de plusieurs paramètres, de la contractilité, de la fréquence et de la tension intrapariétale, donc des différents paramètres. D'accord, on va encore admettre nos retardataires. Très bien. Allez, on continue. Alors, on continue. On reste toujours dans la physiologie de la circulation coronaire. Le cœur est en activité constante, heureusement, et le débit cardiaque s'effectue dans 80% pendant la diastole. Ce débit, pourquoi pendant la diastole? Parce que
les coronaires sont écrasés pendant la systole. Pendant la diastole, vous avez donc une baisse de la pression et comme on a vu la loi de Purcell, donc la pression est en bout de notre conduit et va diminuer et donc va permettre un meilleur écoulement. Donc, concernant la coronaire gauche, le débit coronaire est pratiquement continu, avec un renforcement diastolique avec un renforcement diastolique. Quant à l'extraction en oxygène, elle est permanente et supérieure à 60% en situation normale. En cas d'effort, donc, le seul moyen d'augmenter l'apport en oxygène reste l'augmentation du débit cardiaque. Et comme on peut avoir l'augmentation du débit cardiaque, c'est bien entendu l'augmentation, bien entendu, du diamètre, une diminution des pressions. Très bien, allez. Tout déséquilibre entre les apports et les besoins peut entraîner une insuffisance coronaire. Désolé à chaque fois, je suis obligé d'admettre encore on perd du temps. Ok. Donc, tout déséquilibre entre les apports et les besoins peut entraîner une insuffisance coronaire. Quelles sont les situations où on a une augmentation de la demande en oxygène? Par exemple, bien entendu, c'est l'augmentation on a dit que c'était l'augmentation de la fréquence cardiaque. Et ça, on peut retrouver ça dans les troubles du rythme, dans les états de choc, dans les hyperthyroïdies, tout ce qui peut entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque. L'augmentation de l'inotropisme, donc notamment lorsque vous avez des catécholamines, lorsqu'on introduit par exemple un traitement à base d'inotropositif. L'augmentation de la tension pariétale, on peut avoir ça si on a une augmentation de la post-charge, de la pré-charge ou bien de l'épaisseur du myocarde. Notamment, on va donner la post-charge dans l'hypertension artérielle, par exemple, dans la pré-charge dans l'insuffisance cardiaque, lorsqu'on a une augmentation des pressions de remplissage, et quant à l'épaisseur, par exemple, dans les hypertrophies du ventricule gauche. Une diminution des apports. La diminution des apports, donc on peut bien entendu, la situation la plus fréquente, c'est la sténose coronaire. Et la sténose coronaire, la situation l'origine, la cause la plus fréquente, c'est la maladie l'athérosclérose ou la maladie athéromateuse. Très bien. On peut avoir aussi d'autres atteintes coronaires. Donc, on peut avoir notamment dans les maladies inflammatoires, qui n'est pas nécessairement d'origine athérosclérose. Ok, allez, il faut que je sois rapide. Donc, on peut avoir d'autres anomalies qui vont entraîner une diminution des apports, notamment une diminution du débit cardiaque dans les hypovolémies, les états de choc, les hypoxémies sévères, les anémies, une diminution de la pression diastolique, notamment dans les sens aortiques, le raccourcissement de la diastole. On rejoint ici, concernant ici les tachycardies. Donc les tachycardies augmentent la demande en oxygène, mais aussi raccourcissent la diastole. Très bien. Et on sait que le remplissage des coronaires se fait pendant cette diastole. Donc, deux mécanismes importants entraînent une insuffisance coronaire. Réduction, on a dit du calibre, donc on récapitule un peu les choses. L'athérosclérose, le spasme coronaire, les anomalies congénitales coronaires, quelques maladies inflammatoires, comme on a parlé tantôt. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des angores fonctionnels, secondaires qui sont réversibles, secondaires à des hypoxémies, à des anémies, les tachycardies, les bradycardies, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, lorsqu'on a une ischémie myocardique, va apparaître par chronologie la cascade, disons, ischémique, qui va commencer par un trouble de la relaxation du myocarde. Et ça va se traduire par une dysfonction diastolique. Donc, un trouble au niveau de la compliance. Ensuite, on peut avoir une dysfonction systolique. On va avoir une dysfonction systolique qui va se manifester sur le plan par une diminution de la contractilité. À l'échographie ou bien à l'IRM, ça peut se traduire par une diminution de la contractilité et provoquer une hypokinésie, voire une akinésie, donc du segment qui est ischémié. Très bien.
Ensuite, donc, va s'en suivre donc des modifications sur le plan électrocardiographique avec des troubles de la repolarisation et risque d'apparition de troubles du rythme. Et enfin, nous avons la traduction clinique qui est la douleur thoracique. Alors, sur le plan donc concernant donc c'est voilà, donc on a bien entendu donc nos artères coronaires. L'artère coronaire, elle est relativement donc normalement donc elle est de bon calibre, elle est saine, mais à travers les différents facteurs de risque cardiovasculaire réversibles et non réversibles, donc on aura la formation de cette plaque d'athérome. Alors, concernant sur le plan, disons un peu, si on regarde un peu d'athérome, donc on voit que celle-ci fait intervenir plusieurs stades évolutifs successifs. Donc, les acteurs qui jouent un rôle prépondérant dans la genèse de la plaque sont maintenant bien connus. Donc, ce sont les lipoprotéines et les 4 types cellulaires. D'accord, les macrophages, les cellules endothéliales qu'on voit ici, les cellules musculaires qu'on voit ici, et enfin les lymphocytes. Très bien. Alors, comment ça commence? L'histoire de la genèse de cette plaque d'athérome. C'est bien entendu, ça commence toujours par la pénétration et accumulation du LDL cholestérol ici au niveau de la partie sous-endothéliale. La paroi donc d'une artère normale est constituée, comme on le voit, de 3 tuniques, donc de l'endothélium, de l'intima, ici, et on voit de la limitante élastique interne. Donc, la première étape de l'athérosclérose, c'est l'accumulation des lipoprotéines, donc des LDL cholestérol, au niveau de l'intima. Donc, on voit ici donc, le LDL qui va pénétrer. Et il s'agit d'un phénomène qui est passif. Il est secondaire à un déséquilibre entre les entrées et les sorties. On comprend d'emblée que la quantité de LDL cholestérol dans la circulation est l'élément déterminant pour la formation des plaques d'athérome. Cette phase infiltrative est suivie de modifications oxydatives du LDL, donc il va y avoir une oxydation. Il s'agit d'une étape absolument indispensable à la formation de la plaque d'athérome. La présence donc de macrophages dans la paroi vasculaire semble liée justement, ces macrophages, à la présence de LDL oxydé. Ensuite, on aura donc le recrutement de monocytes. Comme vous le savez très bien, normalement, donc, ici, l'endothélium doit avoir la capacité d'inhiber justement la fixation de ces monocytes. Et lorsqu'on a une dysfonction donc, qui est secondaire justement, donc, dans le point de départ, c'est l'oxydation du LDL, on aura justement cette perte de l'inhibition des monocytes qui vont être donc ici, donc, qui vont adhérer ici, donc, aux cellules endothéliales par des molécules d'adhésion qui sont les VCAM, les VCAM-R, les ICAM, donc plusieurs intervenants qui vont venir, donc des protéines qui vont aider à la formation, justement, à la capture de ces monocytes. Ces monocytes vont rentrer, vont se transformer en macrophages. Ces macrophages vont absorber ces LDL cholestérol pour donner justement ces cellules spumeuses. Très bien. Alors, dès l'infiltration de la paroi d'artère, donc cette paroi artérielle par les macrophages, on aura une réaction inflammatoire chronique qui sera d'une importance capitale dans la croissance de la plaque d'athérome. Véritable, donc ici on va avoir un phénomène d'auto-amplification. Les macrophages produisent de nombreuses cytokines pro-inflammatoires qui augmentent l'activation endothéliale, donc ils vont augmenter l'adhésion justement de ces monocytes et vont favoriser donc de nouveau justement donc la capture de ces monocytes et leur introduction. Les cytokines donc pro-inflammatoires, donc notamment les TNF-alpha, les interleukines et tout, peuvent induire l'expression de ces cellules et de plaques de métalloprotéinase et une activation de la dégradation de la matrice extracellulaire. En bout de course, pour ne pas trop tarder, qu'est-ce qu'on aura? On aura cette plaque d'athérome avec un cœur qui est lipidique et ici, on aura une chape fibreuse qui va entourer cette plaque lipidique.
Cette chape fibreuse donc se constituer justement donc de protéines synthétisées justement par cette matrice, mais aussi par la migration de cellules musculaires lisses qui vont venir ici conforter cette chape fibreuse. Très bien. Alors, on va admettre encore nos amis retardataires. Très bien. Allez, on continue. Donc, voici un petit peu la genèse de cette plaque d'athérome. Donc, voici une coupe anapate d'une plaque, d'une artère coronaire tout à fait saine, où on voit bien donc ici donc l'absence, disons, de plaque d'athérome. Et regardez ici, par contre, on voit ici sur cette artère coronaire, donc un rétrécissement de la lumière avec ici la présence de plusieurs plaques d'athérome. Donc ici, donc, concernant cette plaque d'athérome, donc plus la chape fibreuse est solide, plus le risque donc de rupture et d'émergence d'un syndrome coronaire aigu est faible. Donc ce qui compte, c'est surtout cette plaque d'athérome. Ici, c'est cette chape fibreuse. Ici, par exemple, on a une chape fibreuse qui est tout à fait fine, donc le risque de rupture par cisaillement, par force de cisaillement, est relativement élevé. Qu'est-ce que cela traduit? On peut avoir donc une artère qui a une chape, donc qui a une plaque d'athérome avec une chape fibreuse qui est très, disons, très bétonnée, très solide, et le risque d'infarctus est pas très important. Le risque de rupture n'est pas important. Par contre, les patients sont symptomatiques parce qu'ils ont une réduction du calibre de l'artère. Par contre, on peut avoir un patient qui a juste une petite plaque d'athérome avec une chape fibreuse très fine, mais cette chape fibreuse très fine peut rompre facilement et provoquer un infarctus du myocarde, donc un syndrome coronaire aigu. Par contre, ces patients, donc, vu qu'ils ont un rétrécissement qui est très modéré, inférieur à 50%, ils seront asymptomatiques. C'est le cas justement de quelques jeunes donc fumeurs qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire et qui font occasionnellement du sport pour avoir bonne conscience et qui, en faisant un effort justement de footing ou une fois par semaine, comme ils le font donc les joggers du vendredi, peuvent justement présenter un accident sévère. Donc, le diagnostic repose certainement sur la douleur thoracique. Cette douleur est importante. Elle a été décrite pour la première fois par William Aberdeen, donc, qui a publié en 1772 une série de 20 patients. Et là, donc, il a donné un nom à ce symptôme, l'angina pectoris, l'angine de poitrine. Cette douleur, donc, elle est importante, donc vous la connaissez très bien, donc c'est une douleur, donc voici sa localisation et ses irradiations possibles. Elle est dite typique lorsqu'elle est constructive, lorsqu'elle est rétrosternale, constructive avec irradiation donc vers les bras ou vers la mâchoire, qui survient à l'effort et qui cesse à l'arrêt de l'effort, ou bien au repos, donc après la prise de nitrate. Donc, vous voyez, ça, c'est la douleur angineuse typique. Ensuite, on a les douleurs atypiques. Les douleurs atypiques, ce sont justement les douleurs dont les caractéristiques n'ont pas, dans la douleur, n'a pas ces trois caractéristiques. Donc, elle n'a pas cette première caractéristique donc, de constriction, et qui survient lors de l'effort physique, ou bien qui récupère, donc qui disparaît au repos, ou bien après la prise de nitrite. Donc, si vous avez deux parmi ces trois caractéristiques, c'est une douleur angineuse atypique. Et enfin, il y a aussi la douleur non angineuse, qui n'a qu'une des caractéristiques, qui reste une douleur suspecte. Donc, il y a une classification concernant ces douleurs, c'est la classification canadienne, c'est exactement comme la NYHA, mais au lieu que ça soit une dyspnée, c'est la douleur thoracique. On peut avoir des précardialgies parfois ou bien d'autres signes qui sont évocateurs aussi, qui peuvent évoquer donc une insuffisance coronaire, notamment les blocs-nez, les douleurs
Parfois, on a des douleurs épigastriques qui surviennent à l'effort, qui s'arrêtent. Donc, toute symptomatologie qui survient à l'effort et qui cède au repos peut éventuellement faire évoquer une origine coronarienne. L'examen clinique est important, donc il peut être strictement normal, mais il faut toujours rechercher, bien entendu, faire le bilan des facteurs de risque cardiovasculaire, rechercher d'autres localisations donc de la plaque d'athérome, notamment donc au niveau des un rétrécissement au niveau des carotides, au niveau des artères fémorales, rechercher donc les causes dont on a dit donc réversibles, les causes donc qui sont à l'origine d'un angor fonctionnel, et rechercher des souffles éventuellement donc d'un rétrécissement aortique qui peut être à l'origine d'un angor, d'une angineuse. On a aussi donc le CG. Le CG peut être normal en intercritique, mais peut présenter aussi des troubles de la repolarisation à type de sous-décalage du segment ST ou bien de zone T négatif. Très bien. Ici un exemple. Donc c'est une patiente donc qui est diabétique, qui présente des précardialgies à l'effort et chez qui on fait un électrocardiogramme et chez qui, regardez, on découvre une séquelle de nécrose en antéro-septo-apicale. Donc cette dame a fait un infarctus sans se rendre compte et elle continue à avoir de l'ischémie résiduelle. Donc, maintenant, quels sont les examens complémentaires qu'on doit réaliser? Bien entendu, il faut absolument, donc, lorsqu'on a ces douleurs donc angineuses, cette dyspnée qui survient à l'effort, il ne faut pas oublier que ici l'insuffisance coronaire fait partie maintenant d'un nouveau concept qui est le syndrome coronaire chronique. Donc ici, ce n'est pas une urgence cardiologique. Par contre, si le patient présente des précardialgies à l'effort, on doit faire une évaluation biologique, notamment rechercher une troponine, faire une FNS, rechercher une anémie, donc rechercher toutes les causes dont on a parlé et bien entendu voir un profil lipidique, rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire, notamment donc rechercher un diabète à travers donc une glycémie et une hémoglobine glyquée et rechercher aussi une dysthyroïdie qui pourrait être à l'origine de précardialgie. Très bien. Vous avez des diagnostics différentiels, notamment en dissection aortique ou l'embolie pulmonaire, qui sont aussi donc des diagnostics qui peuvent simuler donc des douleurs angineuses, de la péricardite, le spasme œsophagien. Très bien. Les autres examens complémentaires qu'on peut réaliser, ce sont le CG d'effort, donc l'épreuve d'effort, qui consiste donc à reproduire un électrocardiogramme à l'effort. Puisqu'on a dit que l'insuffisance donc coronaire ou l'angor stable, donc ce sont des douleurs qui surviennent à l'effort, l'ischémie survient à l'effort lorsqu'on a un besoin accru en oxygène pour le myocarde. À ce moment-là, on va essayer donc de reproduire justement donc ces conditions. Donc ça se réalise à l'aide d'une bicyclette ou bien sur un tapis roulant et on essaie d'atteindre une fréquence qui est la fréquence maximale théorique, qui est de 220 moins l'âge. Donc on arrive, si on atteint une fréquence supérieure à 85% de cette fréquence maximale théorique, 220 moins l'âge, on dira que l'épreuve d'effort est interprétable. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher, bien entendu, les signes de positivité, c'est-à-dire en faveur d'une ischémie. C'est l'apparition d'une douleur, l'apparition d'un sous-décalage du segment ST ou d'autres signes, notamment un rabotage de l'onde R ou l'apparition d'un bloc de branche gauche. Les signes de gravité, c'est lorsque la douleur apparaît pour un niveau d'effort très faible, lorsque le sous-décalage est très important, supérieur à 3 mm, ou bien l'apparition d'un sus-décalage, ou bien l'apparition d'extrasystoles ventriculaires menaçantes, ou bien une chute de la pression artérielle. Ça, c'est en faveur d'une atteinte sévère. Par contre, on peut rassurer le patient si on atteint une fréquence maximale théorique et qu'on n'a pas de signes donc d'ischémie sur le plan clinique ou électrique. L'épreuve d'effort a ses contre-indications. Vous les retrouverez donc sur le cours que je vous adresserai donc, à travers donc, vos délégués. Voici un exemple d'épreuve d'effort. Regardez donc le CG donc normal et dès qu'on atteint donc une certaine fréquence qui n'est pas importante,
on a un sous-décalage du segment ST de plus de 3 mm chez une patiente qui a des facteurs de risque importants. D'autres examens donc, peuvent éventuellement donc, être réalisés quand on ne peut pas réaliser, s'il y a des contre-indications de la réalisation d'une épreuve d'effort, ou bien l'impossibilité chez un patient donc, qui est par exemple qui n'a qu'une jambe, qui ne peut pas courir. À ce moment-là, on peut utiliser l'écho de stress ou bien la scintigraphie myocardique qui permet aussi justement donc de rechercher une ischémie myocardique. Alors maintenant, donc on va aborder disons l'étape la plus importante, c'est la probabilité du pré-test. La probabilité du pré-test, c'est quoi? Regardez, c'est en fonction de l'âge des symptômes donc, que présente le patient, on peut éventuellement déterminer la probabilité d'existence d'une maladie coronaire. On prend un exemple. Un patient qui a 35 ans, qui fait une douleur typique, donc de sexe masculin. La probabilité qu'il ait une maladie coronaire est de 3%. Elle est très faible. Par contre, un patient de 70 ans, douleur typique, et qui a donc de sexe masculin, donc un homme, c'est 52%. Donc le risque la probabilité qu'il ait une maladie coronaire est importante. Donc cette probabilité, donc ce pré-test, cette probabilité de pré-test est importante pour déterminer l'existence ou pas, la probabilité d'existence ou pas d'une coronaropathie. Alors, on utilise maintenant ça, donc ça permet, vous verrez pourquoi, donc ça va permettre de nous diriger très rapidement vers les examens nécessaires pour poser le diagnostic. Un exemple ici, regardez, donc on a ici cette probabilité du pré-test, et ensuite on va rajouter à cela ce qu'on appelle des facteurs modificateurs. D'accord? On a des facteurs modificateurs qui vont diminuer la probabilité de l'existence donc d'une maladie coronaire, et on a des facteurs qui vont augmenter la probabilité d'avoir une maladie coronaire. Donc vous voyez ces étapes actuellement, donc cette méthodologie, cette approche permet de poser le diagnostic, disons rapidement, juste à travers donc c'est la clinique et quelques examens non invasifs. Ici, par exemple, quels sont les facteurs qui vont diminuer la probabilité que le patient ait une atteinte coronaire, donc une maladie coronaire? C'est lorsque vous avez un ECG, donc une épreuve d'effort normale, lorsque vous avez un score calcique négatif, à 0. Là, pour les patients, par exemple, un patient qui a, je prends ici un exemple, je prends une dame qui a 55 ans et qui présente une douleur typique. Donc, ici, la probabilité donc pré-test est de 13%. Donc, c'est un risque intermédiaire. On va rajouter à cela, justement ces facteurs modificateurs. Si chez cette dame, l'épreuve d'effort est strictement normale, la probabilité d'avoir une maladie coronaire devient faible, ou bien un score calcique qui est normal. Alors, le score calcique, c'est quoi? Le score calcique, c'est la recherche de calcium au niveau des coronaires. Ça se fait à partir d'un scanner. En Algérie, ça coûte à peu près dans les 5000 dinars. Donc, c'est un logiciel qui permet de calculer, disons, la teneur en calcium au niveau des coronaires. Et c'est corrélé. Donc, si ça dépasse donc une certaine mesure, si ça dépasse disons les 100, voire les 400, le risque de maladie coronaire est important. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la plaque d'athérome, donc lorsque vous avez les plaques d'athérome, on a des calcifications aussi. Donc, la présence de calcification est en faveur aussi, pourrait être en faveur de l'existence d'une maladie coronarienne. Par contre, si c'est à 0, ça n'exclut pas formellement, parce que je vous ai donné l'exemple du jeune patient qui a donc une petite plaque qui peut ne pas être encore calcifiée et dont la rupture peut provoquer donc un syndrome coronaire aigu. Par contre, vous avez des facteurs qui vont augmenter la probabilité d'avoir
une maladie coronarienne, qui sont les différents facteurs de risque, c'est un diabétique, un hypertendu, un fumeur et tout. Donc, chez les patients qui ont des anomalies électrocardiographiques, une dysfonction ventriculaire gauche, une anomalie à à l'ECG d'effort, à l'épreuve d'effort. Donc, tout ça, c'est enfin bien un score calcique élevé. Très bien. Alors, maintenant, quels examens peut-on demander? Alors, si on a un patient qui a faible probabilité d'avoir une maladie coronaire, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un test d'imagerie pour exclure carrément l'existence d'une maladie coronaire. On peut demander un coroscan. Le coroscan va permettre, ici, regardez, de visualiser, de dire est-ce que oui ou non, on a une atteinte, un rétrécissement. Ici, dans ce coroscan, on voit un rétrécissement au niveau de l'interventriculaire antérieur. Par contre, lorsqu'on a un patient qui a plutôt donc une forte probabilité, d'avoir une maladie coronaire, on peut éventuellement faire donc un test fonctionnel, on peut faire une scintigraphie qui va nous permettre de confirmer et de voir un petit peu même le degré de sévérité. Et enfin, lorsqu'on a des patients qui ont, malgré un traitement médical, donc une bonne thérapie, donc un traitement médical optimal, anti-ischémique, le patient continue à avoir des symptômes, et si on a donc une forte probabilité de maladie coronaire sévère, ou une dysfonction ventriculaire gauche, ou des douleurs vraiment invalidantes, une coronarographie d'emblée peut être réalisée. Donc vous voyez que les examens seront demandés en fonction de la situation clinique. Maintenant, donc, l'examen, bien entendu, de référence, la coronarographie, qui va permettre de voir exactement donc, le degré de la sténose et le degré de sténose. Les thérapeutiques qu'on peut proposer, ce sont surtout les corrections des facteurs de risque, le traitement médical qui sera basé notamment donc sur le traitement anti-ischémique à base de bêta-bloquants, d'inhibiteurs calciques ou de dérivés nitrés, et enfin les traitements qui vont prévenir justement donc la maladie cardiovasculaire, notamment les statines qui vont diminuer, donc il faut absolument diminuer le taux de LDL cholestérol avec les statines, ou bien rajouter d'autres molécules donc qui sont les inhibiteurs de la PCSK9, ou bien donc et aussi donc traiter correctement donc les autres facteurs de risque, cessation surtout de je reviens pour les facteurs de risque, la cessation pour les fumeurs donc est très importante. Ça permet de diminuer la mortalité de 38%. Lorsqu'un patient donc qui commence à présenter, qui coronarien, qui présente des précardialgies,